Bonsoir à tous. Et oui, je suis de service ce soir. Sébastien Wonien étant absent en ce moment même à Tokyo, au Japon, pour les Jeux Olympiques. Justement, Sébastien Wonien que nous allons essayer de joindre tout au long de cette soirée, si la technique nous le permet bien sûr, pour participer à ce troisième mi-temps. Sur ce plateau avec moi, la team troisième mi-temps au grand complet. Tchétché Aimé, bonsoir. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Je suis contente de vous retrouver. C'est un plaisir, c'est un bonheur. Plateau. Oui, absolument, c'est un bonheur, Cathy. Magloire Diop, pardon. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Bienvenue. Heureux de vous retrouver en tout cas. Oui, ça fait un bon moment. Ben oui, ça fait un bon moment. C'est de bons souvenirs de débat. Ah oui, oui, bien sûr. Dagochal, bonsoir. Avec Choalio. Bonsoir Cathy Touré. Bonsoir. Non mais écoutez, ne nous déconcentrons pas dans les débuts parce que quand on pense restons concentrés, oui, restons concentrés. Voilà. Les Jeux Olympiques ont démarré les compétitions ce matin avec le football féminin. Les hommes, eux, ils rentrent en lice demain matin, très tôt d'ailleurs, ici à Abidjan, 8 h. Et parmi les 16 nations en compétition, eh bien, il y a une nation qui nous intéresse particulièrement. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire. Les éléphants olympiques peuvent-ils sortir de la poule D où ils sont logés avec le Brésil, champion en titre, l'Allemagne également, vice-championne, et puis l'Arabie Saoudite, la grande inconnue. Est-ce que les éléphants vont sortir de cette poule vivant? Bien sûr, c'est le thème de notre soirée, le thème principal. Salif Ouattara revient quant à lui sur la préparation des éléphants avant leur départ pour le Japon. Sans Isaac Bayo Vakoum et Wilfried Sengo, Choalio Aïdara a passé 2 bonnes semaines à Songon Dagbe. Un huis clos sur les installations du centre de formation d'Ivoire Academy entre les jeunes joueurs de la sélection olympique, le temps de mieux se connaître, se côtoyer et surtout apprendre à jouer ensemble. Présent dès le premier jour, Amad Diallo s'est montré disponible pour la sélection, évitant de se rendre à Manchester, son club, qui avait pourtant besoin de lui. Le séjour à Songon va se bonifier avec l'arrivée des 3 cadors, Éric Bertrand Bailly, Franck Yannick Kessié et Max-Alain Gradel, qui a été désigné dans la foulée capitaine de la sélection olympique. La villégiature de Songon devait s'achever par un autre séjour dans un pays étranger pour l'acclimatation et pour un match amical face à l'équipe olympique française, finalement annulé à la dernière minute. Du coup, les éléphants n'ont pas pu jouer de match amical. Ils n'ont donc pas pu se frotter à ce qui les attend au Japon. Aucun sparring partner capable de permettre aux éléphants olympiques d'identifier les failles possibles et surtout de conforter l'esprit d'équipe et la complémentarité sur la pelouse. Dans ces conditions, peut-on parler d'une vraie et bonne préparation? Choalio Aïdara a-t-il une idée précise de son 11 rentrant face à l'Arabie Saoudite? Les cadors de la sélection peuvent-ils apporter une stabilité au groupe? Comment gérer l'absence d'Isaac Bayo Vakoum? La sélection olympique a-t-elle un vrai buteur pour ces Olympiades? Quelles sont les chances des éléphants dans cette poule D, composée de 2 poids lourds, le Brésil et l'Allemagne? Mesdames et messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Ah, merci Salif, nous prenons la parole. Vous avez posé beaucoup de questions Salif, nous allons essayer en tout cas d'avoir des éléments de réponse. Dans quelques instants, nous aurons Sébastien Wonien. En attendant, messieurs, je propose qu'on fasse étape par étape. On verra d'abord la défense, ensuite le milieu et l'attaque et après on fera un clin d'œil sur la situation sanitaire qui prévaut en ce moment à Tokyo, au Japon. Dago Charles, première approche, selon vous déjà, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut sortir de cette poule-là, peut sortir vivante de cette poule? Oui, nous sommes au foot, tout est possible. Hein. Les éléphants peuvent faire preuve d'orgueil sportif et puis surprendre agréablement demain matin les Saoudiens. Et en obtenant les 3 premiers points, ils peuvent être beaucoup plus regardis et puis négocier 1 point ou 2 points sur les 2 prochains matchs. D'accord. Mais force est de reconnaître quand même que nous émettons un sérieux doute sur leurs prestations, vu aujourd'hui le niveau du football sur pratiquement la planète. Toutes les nations travaillent et les normes sont de plus en plus à la portée de tous. Donc il ne faut pas négliger une nation comme l'Arabie Saoudite. Absolument. Elle a un coach qui est avec ce groupe-là depuis U17 jusqu'à aujourd'hui U23 et c'est un même noyau qui est là constitué de 4 équipes phares du championnat saoudien. Quand on sait que cette nation, le 65e mondial, 6e asiatique, sortie 3e
troisième quand même du côté asiatique, c'est dire que voilà, c'est pas une petite nation parce qu'elle est parvenue à battre le Japon 2-1. Donc pour moi, c'est tellement sérieux que j'ai beaucoup peur pour les Ivoiriens. Maintenant, ça reste un match de foot, tout est possible. Avec un coup de patte de Hamad Diallo, on peut aller boucler derrière et puis négocier. Voilà une victoire sur 1-0. D'accord. Alors, je pense que Sébastien Ognien, messieurs, on va prendre d'abord Sébastien Ognien parce que là, on l'a tiré de son sommeil. Là. Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Cathy Touré. Alors, encore désolé, hein, on a dû vous tirer de votre sommeil puisqu'il est 5 heures, hein, presque 6 heures là-bas, c'est ça? Il est 6 heures passées. D'accord. Votre réponse est très sèche. J'espère que vous n'êtes pas encore endormi. Il est 6 heures à Yahoo ou bien à Pékin, à Tokyo. Voilà. Alors, Sébastien, dites-nous. Cette fois, c'est à Tokyo. Dites-nous, comment ça se passe là-bas? Notre équipe qui doit jouer pour nous demain, pour vous tout à l'heure, comment ça se passe avec cette équipe? Alors, j'ai écouté tout à l'heure Dago Charles. Il parlait de l'entraîneur saoudien qui avait son équipe depuis U15 et autres. C'est vrai, c'est une réalité. Mais nous aussi, on a Choalio Aïdara qui était aussi avec cette même équipe à Montaigu, U15, avec des éléments, ensuite U17, ensuite U20, en 2016. Il m'a dit simplement qu'il connaît le groupe, il connaît les joueurs, il connaît tous les athlètes qui composent cette équipe. La chose qui a peut-être manqué, c'est le fait qu'ils ne se soient pas regroupés un peu plus tôt. Ça, c'est une réalité. Mais ce ne sont pas des joueurs qui n'étaient pas en activité. Certains avaient repris les entraînements déjà avec leur club. Et puis bon, après, ils ont été rapidés pour faire le regroupement du côté de Yopougon. Donc pour lui, c'est vrai que face à l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, il ne faut pas négliger une quelconque équipe, mais lui aussi a une équipe vraiment compétitive. Il aura 11 joueurs qui seront sur le terrain et qui seront valables pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Ça, il nous a rassurés. C'est lui qui est l'entraîneur, c'est lui qui connaît ses joueurs, c'est lui qui les utilise, c'est lui qui les entraîne, c'est lui qui est avec eux. S'il nous rassure, nous ne pouvons que dire Alléluia. Maintenant, c'est sur le terrain que les choses se passent. Et ça va se passer tout à l'heure. Nous osons croire que ce qu'il a dit va se confirmer sur le terrain. D'accord, Sébastien Ognien. Alors, vous pouvez intervenir à tout moment, hein, dès que vous le voulez d'ailleurs. Nous aurons besoin de votre avis également sur les différents compartiments que compose cette équipe ivoirienne. Pour l'instant, nous avions entamé un tour de table pour savoir déjà dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez, Magloire Diop, de cette équipe-là? Est-ce que vous pensez qu'elle pourra sortir de la poule D? Elle pourra sortir de la poule D selon beaucoup de circonstances favorables. Je ne vais pas revenir sur la préparation parce qu'on en a déjà longuement parlé. Maintenant, nous sommes à l'étape de la compétition et ça, c'est toute autre chose. Et donc, je parlais de beaucoup de circonstances favorables. Une condition sine qua non, c'est de battre l'Arabie Saoudite pour pouvoir négocier un ou deux matchs nuls face aux deux ogres de cette poule. Je pense que nous jouons le premier match et après nous, le Brésil affronte l'Allemagne. Et donc, il faudrait pour nous battre obligatoirement l'Arabie Saoudite pour pousser le Brésil à battre l'Allemagne. Puisque après, le Brésil joue contre nous. Oui. Et le Brésil ne peut pas prendre le risque de faire une contre-performance face à l'Allemagne et s'exposer à un exploit des Ivoiriens. Et donc, si on se met dans une très bonne position dans ce match face à l'Arabie Saoudite, je pense qu'on aura un gros coup à jouer. De toute façon, quand on prend le parcours de tous les pays africains dans les Jeux Olympiques, aucun pays qui a passé le premier tour n'est passé avec 3 points. Il faut au moins une victoire. Et pour nous, l'équipe qui est la plus prenable pour nous en termes de victoire, c'est l'Arabie Saoudite. Parce qu'on ne la connaît pas. Non, pour des critères très objectifs. D'abord, la Côte d'Ivoire est mieux classée au classement mondial FIFA que l'Arabie Saoudite, sont 65e. Nous sommes au 59e, si je ne me trompe pas. Et ensuite, quand on prend les joueurs de façon individuelle dans notre équipe, nous avons des joueurs qui jouent au plus haut niveau, qui jouent la Ligue des champions en Europe, qui jouent la Ligue Europa et qui jouent avec
l'équipe nationale de Côte d'Ivoire des très grandes compétitions. Donc, individuellement, nous avons un groupe au-dessus de cette équipe d'Arabie Saoudite. Mais son collectif pourrait nous compliquer la tâche puisque, comme vous avez déjà eu à le relever, cette équipe est ensemble depuis de nombreuses années et tous les joueurs évoluent en Arabie Saoudite. Donc, le problème de préparation, le problème de regroupement ne s'est pas posé à l'entraîneur. Ils ont eu suffisamment de temps. Voilà. Tu as aimé? Sur la préparation, on en a déjà parlé pendant longtemps. Je voudrais simplement rappeler qu'il n'y a pas d'amateurisme au niveau de la haute compétition. Et ce que nous allons pratiquer là demain matin avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les U23, c'est une compétition de haut niveau. Maintenant, ils sont sur place, il faut les accompagner. Et donc, je dirais simplement que la différence va se faire au niveau de l'état d'esprit des athlètes. L'entraîneur aura une part prépondérante dans le comportement de son équipe sur le terrain. Parce que physiquement ou tactiquement, il n'aura pas eu les moyens pour évaluer ses joueurs. Il faudra qu'il les mette au top sur le plan psychologique. Et ça, il a déjà réussi. Pour moi, le match référence, c'est le match retour contre la Guinée qui nous qualifie pour les phases finales en Égypte. Il a la capacité. Maintenant, s'agissant de notre poule, Magloire l'a rappelé, la plupart, pour ne pas dire la majorité, ou tous les joueurs de cette équipe jouent dans les plus grands championnats européens. Et donc, ce sont des joueurs qui sont capables de rivaliser avec les autres, que ce soit les Brésiliens, les Allemands et les Saoudiens. Donc, moi, je pense que avec la volonté, l'envie, la détermination, ces garçons-là peuvent se sublimer et sortir parmi les meilleurs de la poule. D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné sur le terrain, par expérience, quand on est en face d'un adversaire coriace, à un moment donné, on peut se rendre compte que physiquement, on est court. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à son deuxième souffle pour essayer de rivaliser avec l'adversaire. Et nos garçons-là, ils en ont la capacité. Alors, si je comprends bien, vous êtes tous d'accord pour dire que la Côte d'Ivoire peut sortir de cette poule-là, avec des conditions, bien sûr. C'est bien ça, Charles, parce que vous me regardez avec... vous ne semblez pas d'accord. Non, non, je souhaite qu'elle sorte de cette poule-là, en commençant par battre l'Arabie Saoudite. Moi, le seul petit point que je voudrais relever, lorsque Magloire parle de nos joueurs qui jouent dans les plus grands clubs, oui, on en a 3 dans les plus grands clubs. Le reste, pas seulement. Le reste, c'est Moucron, c'est deuxième division, des championnats pas aussi les championnats aussi très relevés. Ça, il faut le souligner. Portugal, voilà, France, Moucron, Belgique. c'est pas les championnats aussi très très relevés. C'est pour cela que je dis, là où je le rejoins finalement, c'est lorsqu'il parle de cette cohésion dont fait montre cette équipe de l'Arabie Saoudite, parce qu'elle travaille, n'a pas eu de problème de préparation. Donc vous pouvez jouer dans les grands clubs, il n'y a pas de problème, vous avez cette puissance physique, technique et autres. Mais si au niveau de la préparation physique, au niveau de la cohésion du groupe, vous n'avez pas fait suffisamment de matchs amicaux, le football, ça ne s'improvise plus de nos jours. Donc ceux qui sont dans des petits clubs, s'ils travaillent vraiment la main dans la main, comme ça peut être le cas, on aura des difficultés demain. Voilà ce que je veux souligner. Et donc j'espère, déjà que Charles nous a dit qu'ils sont arrivés très très fatigués, alors qu'ils n'ont pas eu de match. Ils sont arrivés très fatigués. 7 heures de vol, ils sont arrivés très fatigués. C'est pas la porte d'à côté non plus. Ils ont eu un problème d'acclimatation. Ouais. Et ça, on le vit. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je reste sceptique quant à la production des éléphants face aux Saoudiens. En revanche, ils ont des hommes pour pouvoir faire la différence sur un coup de patte. D'accord. Au niveau du groupe, je crois difficilement qu'on puisse vraiment produire un football qui puisse nous mettre en confiance de ce qu'à la fin de ce match-là, on va vraiment battre l'Arabie Saoudite. Ce qui me plaît quand j'entends parler Charles très souvent sur ce plateau, en fait, quand la Côte d'Ivoire joue contre Madagascar, il s'est fait peur. Et chaque fois, c'est pareil. Il s'est fait peur. C'est un joueur qui n'a pas confiance aux joueurs ivoiriens. La dernière fois, on devait jouer contre Madagascar, il a eu pratiquement cette même réaction. Il voyait que la Côte d'Ivoire était incapable de battre Madagascar dans sa formule actuelle. Résultat, on les a battus à aller-retour. Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, il se trouve, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire va jouer contre l'équipe d'Arabie Saoudite. Il ne s'agit pas de donner
je veux dire, une valeur surcotée à nos garçons. Mais il est là, les garçons, la qualité intrinsèque, la qualité individuelle, justement, à juste titre, pas le coup de patte qui peut faire la différence. Mais c'est ça aussi une équipe de football. C'est ça. Je vous invite déjà même à aller justement avec ces qualités dont vous parlez là, en commençant déjà par nos perches. On a qui dans les buts des Ivoiriens? Alors, il y aura, à mon avis, sans contexte, il a tapé sur les 3. Il a tapé, il était avec ses garçons, ses camarades, sur les matchs de qualification, plus au tournoi où on a terminé 2e, c'est ça, en Égypte. Et donc, il est à son poste. En plus, on a connu une saison vierge, mais cette saison, il a été quand même le gardien titulaire ou l'un des meilleurs gardiens de notre championnat. Même si le championnat n'a pas été extrêmement long pour pouvoir mesurer la qualité intrinsèque. On sait que c'est un garçon de qualité. Donc, lui, dans les perches, il ne devrait pas avoir de problème. Ira taper pour vous. Taper les 3 gardiens, on va quand même donner leur nom. Ira taper Eliezer de FC San Pedro. On a Nagoli Oupo Maxime de Sol FC et Thier Nicolas de Victoria Guimarães qui est au Portugal. Oui, tout le monde est curieux de savoir ce que vaut ce garçon Nicolas Thier, mais je pense que son heure viendra. Pour le moment, il joue les accompagnateurs dans cette équipe des éléphants U23. On nous dit qu'il a beaucoup de qualités, mais on n'a pas encore pu vérifier ces qualités-là. Donc, on préfère être un peu réservé par rapport à lui. Par contre, Oupo Nagoli Maxime, c'est un gardien que je connais très bien, un très bon gardien qui était au stade d'Abidjan et ensuite qui est allé à Sol FC, gardien de Sol FC, très bon, bien dans l'anticipation, les prises de balles, très bon gardien, mais le gardien titulaire incontestable de cette équipe, c'est Ira Tapé Eliezer, le gardien du FC San Pedro. Non seulement il a fait ses preuves dans la phase éliminatoire, c'est un peu le héros de Conakry, c'est lui qui a fait dormir Conakry à 18h. Il a aussi accompagné souvent ses aînés, même s'il était sur le banc. Oui, mais il est toujours présent dans les regroupements. Il était en Égypte, hein. Il était en Égypte avec l'équipe nationale A. Et je pense qu'il n'y a pas de discussion à ce niveau. Le groupe a confiance en lui aussi. Donc, l'entraîneur a confiance en lui, le groupe a confiance en lui. Espérons simplement qu'il n'ait pas de pépins physiques. Nos 3 gardiens. Ouais, ils sont très bons. Ils ont joué le championnat. Quand on prend Ira Tapé et Oupo, ils ont été titulaires dans leurs différents clubs au niveau du championnat, même si c'est le gardien de la SEC Mimosa qui a fini, je crois, meilleur gardien. Le gardien de Afad qui a fini meilleur gardien du championnat. Ira Tapé reste le gardien titulaire. On a vu ses prestations lors des éliminatoires. Il est sans conteste le numéro 1 dans ce groupe-là. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, Thio était déjà à Chelsea. Il avait été une première fois, je crois, appelé en équipe nationale ici. Il n'avait pas eu la chance de pouvoir évoluer. Et donc, déjà, il frappe à la porte de l'équipe nationale. En U23, quand tu es déjà dans le groupe de l'Olympique, c'est l'équipe senior. Ce n'est pas les cadets, ce n'est pas les juniors. C'est l'équipe senior. Donc, se retrouver là, déjà, ça veut dire qu'on a de la qualité. Donc, pour moi, on a déjà très bons gardiens. On a 3 très bons gardiens. Maintenant, je le dis toujours, les gardiens travaillent beaucoup plus que les joueurs de champ. Et ces garçons-là, ils n'ont pas peut-être beaucoup travaillé. Maintenant, il a tapé, on a confiance. On espère qu'il va faire. Mais je voulais juste revenir sur ce qu'Aimé a dit quant à mon appréciation face à Madagascar ou même face au match face à l'Arabie Saoudite demain. Ce n'est pas que je tombe dans un... Je tombe pas dans un optimisme béat. Voilà, parce qu'il y a des choses que nous lisons, il y a des aspects que nous touchons en tant que consultants et qui nous permettent quand même d'avoir de la réserve lorsqu'on va rencontrer un adversaire. C'est juste des réserves que je mets. Parce que Aimé, il a été grand footballeur. Quand on va dans une telle compétition sans préparation, on part à diminuer au moins. On a 10% de chances de tenir 90 minutes quand le niveau sera très élevé, même si tu joues dans un grand club. Et si les autres le savent, qu'ils exploitent ce côté, où vous, physiquement, vous ressentez quand même quelques pépins, ils profitent si l'entraîneur est très bon. Donc voilà ces réserves que nous émettons. Sinon, loin de moi, l'idée de dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de grands joueurs, qu'on ne peut pas battre l'Arabie Saoudite. Déjà, psychologiquement, tout footballeur ivoirien, moi j'y ai évolué en tant que professionnel, je me sentais au-dessus des Arabes. Déjà, psychologiquement, nous, on se sent au-dessus des Arabes parce qu'on se dit que, valeur intrinsèque, nous, les Africains, sommes plus forts que ces Arabes-là. Donc, ça peut nous aider. Mais la réalité est là aujourd'hui. Toutes les nations travaillent et nous, pendant ce temps, on commet beaucoup de péchés
dans les préparations d'avant-compétition. Voilà ce qui me fait planter ces petites réserves-là. Sinon, d'accord, donc vous pensez que ça peut être un frein vraiment à cette compétition-là pour les Ivoiriens? Ça pourrait nous coûter cher. Oui. Cette mauvaise préparation pourrait nous coûter cher. Et demain, elle pourrait peut-être justifier la prestation de ces garçons-là. Voilà. Maintenant, si psychologiquement, ils ont été bien boostés, ils ont gagné tout ce qu'ils ont mangé du lion, comme on le dit, et qu'ils sont arrivés à bout de ces Saoudiens, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux, mais permettez qu'on émette quand même quelques réserves. D'accord. Voilà. OK. Donc, voilà, Dago Charles qui émet ses réserves-là par rapport à la... Il émet trop de réserves. Il émet trop de réserves. Ah oui. Par rapport à la... Mais pourquoi que ce qu'il dit n'est pas forcément faux, parce que avec une telle préparation, il faut s'inquiéter, mais... Il faut aussi avoir confiance à ces joueurs-là qui, on les a entendus, on a entendu Max Gradel qui a dit qu'ils partaient pour avoir un très bon résultat. Ils vont jouer avec le cœur et pouvoir donner des victoires à la Côte d'Ivoire. On espère. Donc, on était sur la première partie avec les gardiens qui sont assez intéressants. Ira taper les airs. Nagoli Oupo Maxime et Thier Nicolas. Attaquons à présent la défense. La défense de cette équipe ivoirienne. Tchétché, votre avis? Alors, moi, je vais vous donner une liste carrément parmi les 10 défenseurs sélectionnés par Choalio Aïdara. Je mettrai par exemple sur le côté droit, Wilfried Senghor. On sait la qualité offensive qu'il apporte à l'équipe. D'abord, sur le plan défensif, c'est un joueur impeccable. Et puis, sur le plan offensif, il apporte beaucoup. À gauche, je mettrai Nyaka Silas. Nyaka Silas, c'est un jeune de 22 ans, c'est leur groupe-là. Et il fait partie des jeunes qui ont qualifié cette équipe. Donc, sur le côté gauche, il a été élu un des meilleurs défenseurs latéraux gauche du tournoi qui s'est passé en Égypte. Donc, sur les deux côtés, il y a Wilfried Senghor et Nyaka Silas. Dans l'axe, je mettrai facilement Diallo Chester, le capitaine de cette équipe-là. Et puis, avec lui, Eric Bailly, pour son expérience. Oui. Pour son expérience de grandes compétitions. Même si j'hésite à mettre Eric, parce que je ne suis pas très sûr de son état de santé. Il n'a pas connu une grande saison cette année. Oui. Et donc, forcément, qu'il traîne quelques petits bobos où physiquement, il peut être à court. Mais ce serait Diallo Chester et Eric Bailly, ou bien Dabila, le jeune Dabila. D'accord. Dabila Kouadio Yves, dans l'axe. Donc, c'est ce que vous voyez pour la défense de la Côte d'Ivoire. Magloire, et vous? Oui, en termes de titulaires, j'ai exactement le même quatuor que Aimé Tchétché. Seulement, dans cette défense, ce qui m'inquiète, je pense qu'on ne peut pas aller avec Eric Bailly et puis le mettre sur le banc, à moins qu'il ne soit blessé. En Valin Tressec et même dans sa forme que nous avons vue récemment, je pense quand même qu'il a sa place dans cette équipe. Est-ce que vous pensez que justement, il peut apporter une stabilité à la défense? Bien sûr, les champions d'Afrique 2015, il a disputé 2 CAN. Eric Bailly, il a l'expérience. C'est un garçon calme de nature et puis on sait qu'il a beaucoup de qualités. Si on ne peut pas profiter de ces qualités-là dans cette compétition, c'est qu'il aurait fallu ne pas aller avec lui à cette compétition. Donc, à côté de lui, je préfère Ismaël Diallo Chester pour la simple raison que Diallo Ismaël Chester, non seulement c'est le capitaine, avant qu'avec la présence de Mas Gradel, on donne le capitaine à Mas Gradel pour l'ancienneté, mais c'est surtout parce que Diallo Chester est gaucher. Eric Bailly étant droitier, je pense que Diallo Chester, contrairement à Yves Dabila, pourrait vraiment apporter ce plus-là en étant sur la gauche d'Eric Bailly. Maintenant, je disais, le problème de cette défense, c'est que nous n'avons que 2 gauchers. Nous avons Diallo Chester Ismaël et Silas Nyaka qui, à l'analyse de cette défense-là, est le seul arrière latéral gauche, véritablement. Il est vrai que Diallo Chester est capable d'évoluer sur le flanc gauche, mais c'est un arrière. Dans cette équipe-là, il joue au centre, arrière central. Et donc, Silas Nyaka est le seul véritable latéral gauche de cette équipe, alors qu'à droite,
on a Wilfried Senghor qui vient d'arriver. J'espère que d'entrée, il sera en pleine forme et que l'entraîneur pourra l'utiliser. Et puis après, on a Zie Ouattara et Kofi Kwao Frank qui sont également... Donc, sur le côté droit, il y a des réchanges à Wilfried Senghor, mais sur le côté gauche, en cas d'indisponibilité de Silas Nyaka, ça va nous entraîner à un peu... À chambouler un peu. À chambouler un peu, parce qu'il faudra glisser Diallo Chester à gauche et mettre Dabila à côté de Eric Bailly. Mais quand même, il y a des solutions. Espérons que tous ces joueurs-là soient en pleine capacité physique. D'accord. Et puis, en attendant préparer votre équipe type, hein, on aura à la fin de... On est en train de la dérouler comme ça. Non, on va l'écrire de manière formelle. D'accord. Peut-être que vous allez remporter le prix que je mets en jeu. Hein, pour Allez, Diago Charles. Ben, pour ce qui est d'abord de l'équipe type, il sera difficile de faire cette équipe type-là parce que je n'ai même pas vu ces garçons évoluer. Donc non, sincèrement, moi j'aurais bien voulu les voir jouer 2 matchs au moins pour que je me fasse une idée de la défense. Parce que même ceux que Aimé et Maglo ont proposé sont de très bons joueurs. Maintenant, quand Eric Bailly arrive et qu'il n'a pas l'habitude de jouer avec ce groupe, qui a déjà joué ensemble, est-ce que ça ne pourrait pas créer une mauvaise communication? Parce qu'en défense, il y a une certaine complicité les automatismes qu'il y a, surtout dans l'axe, entre le gardien et les centraux, surtout dans les alignements et autres. Donc pour moi, le fait qu'il ait Eric Bailly, c'est vrai, c'est un grand footballeur, mais est-ce que ça ne pourrait pas créer des problèmes? Ça ne pourrait pas créer un petit désordre au niveau des malentendus? C'est pareil pour moi dans les milieux de terrain, c'est pareil pour moi en attaque. Donc moi, les choix des athlètes en défense, ce sont des choix que je laisse sincèrement au sélectionneur, parce que c'est lui qui a vécu avec ces garçons, il connaît leur forme du moment, et donc lui, il pourra nous aligner demain une superbe équipe défensive. On verra si, voilà, après on pourra apporter des critiques, mais pour l'instant, je ne saurais me prononcer sur cette défense-là. Vous parlez du milieu tout à l'heure. Qui aujourd'hui pour impulser le jeu aux Ivoiriens? Qui vous voyez pour impulser le jeu aux Ivoiriens dans le milieu de terrain? Non, au milieu de terrain, c'est sans conteste Franck Kessié, qui est énorme. Donc ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, comment il sera entouré, comment il sera encadré, comment est-ce qu'ils vont essayer de discuter, est-ce qu'il va travailler de concert avec Diallo Youssouf ou bien avec Doumbia Idrissa du Sporting. Mais c'est tout ça là que je suis honnêtement, je ne suis pas en même de critiquer avec objectivité. Parce que vous n'avez pas vu de match. J'ai pas vu de match, complet, donc je suis vraiment un peu sceptique quant à leur façon d'évoluer en milieu de terrain. Moi, je veux dire, sur le milieu de terrain, et là où pourrait venir la différence, c'est que l'entraîneur fasse un milieu en triangle avec une base à 2 et qui serait composée de Franck Kessié et Doumbia Idrissa. Doumbia Idrissa, c'est le garçon qui joue au Sporting de Portugal, au Sporting de Lisbonne au Portugal. Ces deux-là pourraient être la base du milieu défensif, du milieu de terrain de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et puis, à la pointe de cette équipe, on aurait un garçon qui j'espère qu'on donnera sa chance pour une fois, Parfait Diagon. Diago Parfait, l'ancien joueur de l'Africa Sport, qui a remplacé Bayo Vakoum. Il a 20 ans, c'est un joueur extraordinaire, un joueur pétri de talent. C'est un joueur qui est capable sur un contrôle, d'éliminer 2 adversaires et de faire une ouverture. Techniquement, c'est un garçon qui est au top. On ne lui a pas encore donné sa chance. J'espère qu'il aura ces jours-ci. Voilà pour moi le milieu de terrain qui devrait... qu'on devrait aligner. D'accord. Sébastien Ouénier est en ligne. Sébastien, alors, vous suivez l'émission, hein, je sais. On parlait donc de la valeur de ces joueurs-là, mais Dago Charles, par exemple, était inquiet du fait que ces joueurs n'ont pas eu le temps ensemble de jouer, surtout avec les anciens, tels que Gradel, Eric Bailly également, dans la défense. Quel est votre avis à ce sujet? Bon, alors, ce qui est sûr, Dago Charles, c'est vrai que il sait de quoi il parle, il était sur le terrain et tout. Mais nous aussi, on peut tout simplement ajouter que pour avoir sa chance, il faut tuer. Et ça se passe en une journée. Et ça se passe en un match. Je pense qu'aujourd'hui, tous les joueurs qui sont là ont envie de devenir comme les aînés qui sont avec eux. Mais pour devenir comme les aînés qui sont avec vous, il faut tout simplement faire ce qu'on appelle
mouiller le maillot. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que c'est une question de responsabilité aujourd'hui. Oui. Vous êtes face à une équipe qui a une certaine volonté, mais vous aussi, vous devez avoir cette volonté. Je pense que ces joueurs-là, qui seront alignés aujourd'hui pour jouer contre l'Arabie Saoudite, aussi bien au niveau des gardiens de but, aussi bien au niveau de la défense, aussi bien au niveau du milieu, il appartient à ces joueurs-là de montrer ce qu'ils savent faire. On ne va pas toujours mettre sur le compte qu'ils ne jouent pas ensemble. Dans tous les cas, 5, 6, 7 joueurs ne vont jamais jouer ensemble en Europe. Donc, vous allez toujours vous retrouver sur le terrain. Alors, quand vous vous retrouvez, chacun montre sa valeur. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question de dire que comme ils ne jouent pas ensemble, donc ça va peser sur l'équipe. Les autres pays qui sont là, tous les joueurs évoluent de la même façon. Personne, il n'y a pas 5 ou 6 joueurs qui jouent dans la même équipe. On se retrouve et puis on avance avec l'expérience de ceux des aînés. Donc, je pense que c'est vrai que ce que Davo dit est vrai, mais ce n'est pas une excuse. Aujourd'hui, là, il faut qu'on mette de côté toujours cet aspect-là. Quand on vous aligne là, il faut montrer ce que vous savez faire. Ceux qui sont là sont passés par la même voie. Ils sont venus trouver un groupe, ils ont eu leur chance, ils sont rentrés et ils ont montré, ils sont restés jusqu'à ce jour. C'est comme ça que ça doit se passer. D'accord, Sébastien, je pense que vous êtes avec eux là-bas. Vous êtes mieux placé pour le leur dire. J'espère que tout se passe bien. Et puis tout à l'heure, on va vous revenir pour parler de la situation sanitaire en ce moment à Tokyo. À tout à l'heure, Sébastien William. Quant à nous, on va poursuivre avec les attaquants. Magloire Diop. Oui, je voulais dire un tout petit mot quand même sur les milieux de terrain parce que c'est le secteur qui m'inquiète le plus parce que c'est le secteur où on a enregistré beaucoup d'absents. On a enregistré notamment les absences de Traoré Ahmed Junior, les absences de Keita Baka, les absences de Sangaré Ibrahim, les absences de Edgar Dakwa. Imaginez ce que ce milieu-là aurait été si ces 4 joueurs-là étaient présents, ajoutés à Franck Kessié et Doumbia Idrissa ou Eboué Kwasi. Et donc, c'est ce qui m'a inquiété. C'est pourquoi je pense que à quelque chose malheur est bon. L'absence de l'indisponibilité de Bayo Vakoun a permis l'arrivée dans ce groupe de Giagon Parfait. Donc, ça va vraiment soulager Kessié Franck, sur qui le travail, on courait le risque de faire reposer le travail. Donc, j'ai exactement, dans ce 4-3-3-là, j'ai exactement le même trio, le même dispositif que Métchéché, avec Doumbia, Idrissa et Franck Kessié à la base, et puis à la pointe de ce triangle-là, Giagon Parfait. Encore que Kader Keita, qui joue à Westerlo, en Belgique, est un très bon milieu défensif, ainsi que Eboué Kwasi. Donc, voici mon avis sur ces milieux de terrain. Si Giagon est vraiment le Giagon que nous avons connu ici, et si c'est vraiment bonifié aussi, parce que si c'est pour avoir le même niveau que la Ligue 1 ivoirienne, ce n'est pas la peine. On ne peut pas avoir passé 2 ans, 3 ans professionnels en Israël et puis ne pas du tout évoluer. Donc, vraiment, s'il tient, lui c'est un milieu central. C'est un meneur de jeu. Et donc, s'il joue véritablement son rôle avec Franck Kessié, je pense qu'on peut bien tenir ce milieu de terrain-là. Et donc, les 3 attaquants que je vois, bien sûr, sur les côtés, à gauche, Mas Gradel, par lui, il est droitier, mais il aime jouer à gauche. Vous vous souvenez bien, son but face au Cameroun, à la CAN 2015, c'est son registre, ça. Et sur l'autre côté, Amad Diallo, qui est un attaquant, ce n'est pas un milieu nominal. On commet souvent cette erreur-là, mais ce n'est pas un milieu de terrain. Amad Diallo est un attaquant. Quand il ne joue pas ailier, il joue en pointe de l'attaque. Ce n'est pas un milieu de terrain. Et donc, sur le côté droit, je vois Amad Diallo qui joue exactement comme Mas Gradel sur le côté droit. Il est gaucher, mais il aime jouer à droite pour pouvoir piquer. Et à la pointe de cette attaque-là, en titulaire, je mettrais Christian Kwame de la Fiorentina, normalement l'avant-centre titulaire de cette équipe-là. Encore qu'avec Dao Youssouf, nous avons un autre avant-centre très percutant.
D'accord, Darochal. Voilà. Magoula parlait tout à l'heure du diagonale parfait. Si. Ah, mais parce que ça fait C'est longtemps parce qu'on l'a que, vu jouer. justement, voilà où je parle de réserve. Il est arrivé récemment. Voilà où je parle de réserve. Déjà, même du 5 au 15, durant la préparation, il était absent. Et on ne sait pas comment Choalou Aïdara a travaillé avec le groupe. Parce qu'il savait déjà des absents. Et donc, il a une façon de travailler. Donc, je ne crois pas. Un entraîneur sérieux, on ne fait pas venir un joueur comme ça après une préparation de 10 jours et celui-là le met titulaire. Non, je ne crois pas parce qu'il n'a pas travaillé les automatismes. Voilà un peu ce qui est inquiétant avec ce manque de préparation dont nous parlons depuis. Parce que nous ne connaissons pas le niveau, la valeur réelle de ces joueurs-là avant l'entame de la compétition. Maintenant, pour ce qui est de l'attaque, moi j'ai entièrement confiance à un garçon comme Christian Kwame. Depuis, il est revenu de sa blessure, il a repris la compétition avec son club du côté de la Fiorentina. Et puis, avec l'équipe nationale, il a retrouvé quelques sensations. Voilà, parce que face au Burkina, force est de reconnaître que les Burkinabés n'étaient pas venus pour jouer ici. Ils ont vraiment voulu casser de l'Ivoirien au niveau de la défense. Quand on sait que cette équipe saoudienne a fini meilleure défense du côté de l'AFC, c'est-à-dire la Confédération asiatique de football, c'est dire qu'elle a une défense rugueuse, certainement. Et donc, un garçon qui a déjà les sensations, pour moi, on va certainement retrouver un super Christian Kwame. Mais Oui. Charles, je voudrais relever quelque chose. Pourquoi il n'a pas fait des remplacements poste pour poste pour ce qui concerne Bayo Vakoun? Il aurait pu prendre un attaquant. Si on reste dans la logique, il aurait pu prendre un attaquant et puis le remplacer par Bayo Vakoun. Mais il a préféré prendre un milieu de terrain comme Diagon parfait. C'est-à-dire, nous-mêmes qui ne sommes pas au sein de l'équipe, nous identifions aisément les besoins de cette équipe-là. Et quand nos appréhensions ou bien nos visions rencontrent celles de l'entraîneur, nous n'en sommes que ravis parce qu'on se dit que exactement nous avons identifié les besoins réels de cette équipe. Il laisse un attaquant et là, il se rend compte que peut-être qu'il a commis une erreur, il corrige et il appelle un milieu de terrain. En plus, il appelle un milieu de terrain offensif, meneur de jeu numéro 10. Ça veut dire que c'est vrai, il a eu son groupe lors de la préparation, mais il a identifié ce besoin-là lors de la préparation. C'est pourquoi il a fait appel à Diagon Parfait, qui, espérons-le, pourra être à hauteur. On est tous d'accord qu'on appelle un joueur renfort. C'est effectivement un renfort, c'est pour venir compléter et puis accompagner le groupe comme il se doit. C'est pour ça qu'on n'oublions pas que beaucoup de joueurs ont fait défection parce que les différents clubs aussi ont refusé. Ouais. Voilà. Et donc, si certainement le club Diago Parfait a accepté de venir, c'est tant mieux pour lui. Mais il faut reconnaître que jusque-là, nous n'avons aucune idée du niveau du physique du groupe. Ça, il faut le dire. D'accord. Moi, je suis pratiquement dans la même configuration offensive que Magoula Diop. Je mettrais Ahmad à droite. Ahmad Diallo. Ça fait la énième fois que si ce plateau. Je mettrais Diallo. Il faudrait d'abord que je commence par dire Diallo avant de dire Ahmad. Voilà, c'est mieux. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Donc, Diallo, Ahmad à droite. Et puis Mas Gradel sur le côté gauche. Mais lui, en le faisant jouer un peu milieu de terrain pour accompagner Diago Parfait. C'est-à-dire que ça dépendra du système de jeu que l'entraîneur veut jouer. Et comme en Côte d'Ivoire, le système qui nous sied dans toutes les catégories des équipes nationales, c'est le 4-3-3. Donc, s'il opte pour un 4-3-3 radical, on va appeler ça comme ça, je jouerai avec Ahmad Diallo et puis Mas Gradel et dans l'axe Dao Youssouf. D'accord. Dao Youssouf, parce que Dao Youssouf, c'est un bagarreur. Dao Youssouf qui jouait à la SEC Mimosa ici, là, et qui est parti aujourd'hui en République tchèque, au Sparta Prague. C'est un bagarreur. C'est un garçon qui ne resigne pas la tâche. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers défenseurs. Dès que le gardien, les défenseurs ont le ballon, il peut les harceler pendant 90 minutes. Le temps de permettre à ses autres coéquipiers de se placer. Donc, je jouerai facilement avec Ahmad Diallo, Dao Youssouf et Mas Gradel. Et puis, selon le déroulé du match, je ferai rentrer Kwame Christian. D'accord. Alors, on va écouter maintenant les Ivoiriens, puisque Ngamblé Konaté a posé la même question à certains Ivoiriens de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire peut sortir de cette poule D. Écoutons-les. Nous avons de très grands joueurs. Il faut dire que les éléphants, bon,
dans l'équipe nationale, ils sont très bons. Ils sont de grands joueurs. Je pense bien qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, on peut aller loin. On n'a aucune chance. On ne peut même pas gagner. C'est Arabie Saoudite seulement on peut s'amuser. Sinon, le reste là, c'est impossible. Si on est passé, c'est grâce à Dieu. Sinon, on n'a aucune chance. La Côte d'Ivoire sera qualifiée et on espère aussi que les Ivoiriens vont supporter leur pays pour que la Côte d'Ivoire aussi puisse aller loin. Parce que nous aussi, on aime dénigrer la Côte d'Ivoire pour dire qu'ils n'ont rien joué. Mais quand ils sont dans leur club aussi, ils jouent. Voilà, donc je sais que la Côte d'Ivoire va aller loin. Il faut croire en nous-mêmes. Voilà, il ne faudrait pas qu'on soit effrayé par le nom allemand, Brésil. Voilà, c'est juste un nom. Nous aussi, on peut y arriver. Quand même, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, je crois bien qu'on va s'en sortir avec, peut-être deuxième du groupe avec le Brésil. Il y a l'Allemagne, il y a le Brésil, mais moi, je vois ma Côte d'Ivoire en jeu. Donc, je sais qu'on peut y arriver. La Côte d'Ivoire éventuellement fait partie des outsiders comme l'Arabie Saoudite. Mais bon, vu que nous avons 2 équipes passées au second tour, je pense que la Côte d'Ivoire peut prendre les 3 points sur l'Arabie Saoudite, essayer d'accrocher l'Allemagne, voir avec 4 points et quelques calculs là, pouvoir passer. On peut dire impossible n'est pas ivoirien, comme on le dit. Donc on peut y aller. Si on permet à ce que la Côte d'Ivoire aille titiller ses équipes, ses grandes équipes, c'est que quelque part il y a un engouement. Écoutez, de façon pratique, la Côte d'Ivoire, ils sont dans la même poule que le Brésil, l'Allemagne. La Côte d'Ivoire ne peut pas battre l'Allemagne et le Brésil. Quand même, ce sont des grands pays de football. Le terrain sera témoin et nous tous nous allons assister. Je crois bien que... et on verra bien. On verra bien. Merci bien. Ah, j'adore cet esprit ivoirien là. On supporte l'équipe jusqu'à la fin, même si c'est le Brésil, même si c'est l'Allemagne, même si c'est l'Arabie Saoudite dont on parlait tout à l'heure, pour dire que ce sont des jeunes qui ont évolué ensemble depuis un moment. Eh bien, on y va à fond avec la Côte d'Ivoire dans cette poule D, et tout le mal qu'on souhaite aux Ivoiriens, c'est bien sûr de sortir la tête haute de cette poule D, se qualifier donc pour le tour suivant. Alors, messieurs, on va parler un peu, avant la fin de l'émission, quand même, de la situation sanitaire, qui prévaut en ce moment à Tokyo, parce que ce n'est pas facile du tout. On aura Sébastien Wognin tout à l'heure pour nous dire un peu à quoi il a dû faire face depuis son arrivée à Tokyo. Pour l'instant, voyons le point de cette situation sanitaire-là avec Véronique Conan et Aude Alégbé. Les Jeux olympiques débuteront dans un contexte sanitaire toujours très tendu. Les membres des délégations olympiques doivent se plier à un protocole sanitaire très strict car la ville est sous état d'urgence sanitaire. Les cas positifs de Covid-19 se multiplient au sein des délégations. Après 2 cas de sportifs au sein du village olympique à Tokyo, un membre de l'encadrement ainsi que 3 athlètes américains dont la jeune tenniswoman Coco Gauff, c'est au tour de la délégation du Mexique d'être touchée. 2 joueurs de l'équipe mexicaine de baseball sélectionnés pour les Jeux olympiques ont été testés positifs à la Covid-19. Au vu de ces révélations, les médecins japonais craignent une vague épidémique violente dans un pays en manque de personnel hospitalier et de lits où seulement 15% des habitants de Tokyo sont vaccinés. Alors, à tout moment, on pourrait avoir Sébastien en ligne. Mais oui. Cette situation sanitaire-là, est-ce qu'elle ne va pas influencer la compétition? Est-ce que ça ne va pas agir un peu sur le niveau même des compétitions? La performance des athlètes? Je pense que forcément, oui, cette situation va agir largement sur la performance des athlètes. Imaginez par exemple, ici, je prends un exemple, sur la liste des 23 joueurs de Côte d'Ivoire. Si une équipe qui a 23 joueurs, s'il y a 2-3 cas de crise, de cas, c'est déjà, l'équipe est déjà... Psychologiquement, l'équipe est déjà diminuée. En plus d'être diminuée sur le plan du nombre. Voilà, donc c'est forcément un gros handicap. Et c'est difficile, à la limite, on aurait pu reporter davantage cette compétition. Mais oui, parce que ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple, on met une croix dessus, parce que tel que ça se déroule aujourd'hui, regardez les cas dont votre élément vient de parler, le reportage vient de parler, c'est dramatique. Des gens qui n'ont même pas recommencé les compétitions, que déjà il y a des cas dedans. Oui. C'est la débandade. Mais après, est-ce qu'on pouvait annuler comme ça? On en parlera tout à l'heure, le temps de prendre Sébastien Wognin. Sébastien, alors racontez-nous un peu votre périple à Tokyo, comment ça s'est passé depuis votre arrivée? Alors, nous travaillons de façon stratégique. Il faut observer le temps de confinement. Et donc, on a mis en place une autre façon de travailler. Il faut
faut avoir des correspondants à qui on vous remettez des moyens pour qu'ils aillent faire des interviews et tout ça pour nous. Donc c'est de cette façon que nous travaillons. Alors au niveau des athlètes, c'est là-bas que se situe la chose la plus importante. La Côte d'Ivoire a pensé à cette situation-là. Et cette fois-ci, en tout cas, je félicite les autorités pour cette stratégie utilisée. Il y a tous les matins, à 8 heures, au village olympique, à l'infirmerie de la Côte d'Ivoire, chambre 205 et 206, prélèvement salivaire obligatoire pour tous les athlètes pour les tests Covid journaliers. Parce que tous les athlètes sont obligés de passer chez les médecins de la Côte d'Ivoire pour qu'on ne soit pas surpris. Parce que c'est un phénomène qu'on ne peut pas maîtriser en fait. Vous voyez, le village olympique c'est ouvert, c'est grand, et vous ne pouvez pas savoir de qui est positif. Donc si vous vous prenez très tôt, si tous les matins les médecins se mettent au service des athlètes pour des contrôles, il faut le faire pour ne pas être surpris. Parce que quand vous êtes surpris, vous vous imaginez, on n'a pas assez d'athlètes. Mais on s'attend à des médailles. Et donc, il faut faire ce qu'on a l'habitude de dire, vaut mieux prévenir que guérir. D'accord. D'accord. Alors, à vous écouter, les conditions de travail là-bas sont difficiles, hein, Sébastien? Extrêmement difficile, Cathy Touré. Vous savez que l'accès aux différentes... au stade de compétition, au stade, c'est pas du tout possible. Donc, vous êtes obligé d'attendre aux alentours et au stade. Dans tous les cas, nous sommes des journalistes. Absolument. Nous avons vécu plus que ça. Oui. Donc, nous ne sommes pas surpris, surtout quand venant ici, on savait qu'on allait être confronté au Covid. Donc, on fait avec les moyens de bord et puis on espère qu'on va accomplir la mission. Merci Sébastien. J'espère que le décalage horaire ne vous a pas trop fatigué. Vous avez pu vous adapter pour l'instant, ça va? Pour l'instant, ça va. D'accord. Vous savez, si je suis resté jusqu'à faire l'émission avec vous, ça veut dire que ça va. D'accord. Allez vous coucher un peu hein, avant le match. Et puis à demain. Non, je suis désolé, mais il faut courir, il faut aller à la recherche d'informations. Si possible pour le plateau. D'accord, nous on va aller dormir tout à l'heure. Donc bonne soirée à vous Sébastien, bonne journée à vous Sébastien Wenien. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus que 3 petites minutes, 3 minutes, 5 minutes pour terminer cette émission. On va faire un dernier tour de table. Donc on me demandait est-ce que la situation sanitaire en ce moment-là ne peut pas influencer le niveau de compétition? Bien entendu, ça va. Aimé l'a si bien souligné, il suffirait que dans une délégation, il y ait 2 ou 3 athlètes déjà, que tout le moral serait affecté. Ça, c'est clair, avec l'athlète américaine déjà. Voilà, ça serait compliqué. On se souvient de ce qui s'est passé avec la RDC, lors du CHAN, où on a vu la RDC ne pas pouvoir se retrouver, même s'ils ont pu quand même rectifier le tir en allant jusqu'en finale. Mais ça n'a pas été facile pour cette équipe-là. Et donc, on sait que ça va être difficile. Mais malheureusement, le monde du foot, enfin, le monde du sport a décidé de maintenir ces jeux contre vents et marées. Ils vont faire avec, pourvu que nos garçons ne se fassent pas contaminer et qu'ils ne reviennent pas avec, ou bien qu'ils ne reviennent pas aussi avec ce mal en Côte d'Ivoire. Voilà, souhaitons le meilleur du monde. Bien sûr. Oui, moi, dans l'élément de Véronique Konan, j'ai été quand même surpris d'apprendre que seulement 15% des Japonais se sont fait vacciner. C'est très peu. Et en plus, que le Japon soit en déficit de personnel médical, ça aussi, ça me surprend. Donc, quand on prend ces données-là objectivement, je comprends pourquoi les autorités japonaises ne sont pas très chaudes pour accueillir cette compétition. Mais, comme l'a dit le président du comité international olympique, Thomas Bach, c'était la solution la plus facile et que le CIO n'a pas voulu entrer dans la facilité. Ils ont voulu vraiment que cette compétition se tienne en pensant aux athlètes. Parce que si elle ne se tient pas, c'est toute une génération qui serait ainsi sacrifiée. Donc, pour moi, c'est une bonne chose que le CIO ait maintenu cela. Maintenant, les protocoles sanitaires par rapport au Covid, tout le monde les connaît maintenant. Il suffit que les athlètes les appliquent et que je pense aussi que dans cet environnement-là,
ça va un peu calmer tout le monde. Ouais. Parce que les Jeux olympiques, c'est OASU grandeur nature. Et OASU, on sait vraiment ce qui se passe. Et donc, habituellement, les Jeux olympiques, dans le village olympique, c'est un véritable brassage. Absolument. Et donc, j'espère qu'avec la pandémie de Covid-19, tout le monde va se calmer, se concentrer sur ce pourquoi il est allé au Japon et faire les performances. C'est un statut visé, là, apparemment. D'accord. Voilà et moi, je pense qu'il aura de bonnes performances parce que chacun va se calmer. Les gens vont dormir beaucoup et puis se concentrer sur ce pourquoi ils sont partis au Japon que de s'adonner à autre chose. Ah, c'est pas faux aussi, hein. C'est l'un des bons côtés également. Les athlètes vont se concentrer un peu plus, rester en chambre, donc plus de repos pour avoir de belles performances. Nous sommes à la fin de notre émission. Le temps pour nous de rappeler, avant de venir à vous, messieurs, rappeler que le groupe RTI est donc au rendez-vous des Jeux Olympiques. Vous pourrez suivre toutes les compétitions sur la 3 et bien sûr rejoindre la 1 pour RTI. Pour le journal des Jeux Olympiques, tous les jours à 18h15 du lundi au vendredi. Les week-ends également, vous aurez des informations sur les Jeux Olympiques. Et bien sûr, quant à nous, on se retrouvera certainement mercredi prochain pour un autre numéro de 3e mi-temps. On restera bien sûr sur notre canal, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Merci, Tchétché Aimé. Oui, mais n'oubliez pas de rappeler qu'on a rendez-vous demain matin. On a rendez-vous demain matin pour le match, merci Tchétché, pour le match de la Côte d'Ivoire, le premier match de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de football face à l'Arabie Saoudite. 8h, connectez-vous sur les antennes de la RTI, sur RTI 1 notamment, pour suivre cette rencontre en direct. N'est-ce pas? Oui. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous serons tous devant nos petits écrans. D'accord. Vous poussez les éléphants à la victoire. À la victoire face à l'Arabie Saoudite, il faut absolument gagner ce match-là pour aborder les autres, pour négocier les autres. J'aime bien ce mot-là, oui. Pour négocier les autres. Merci à vous également d'être resté en notre compagnie. Bonne soirée à vous et que Dieu vous garde. À bientôt.